Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans Young Nation, la télé des enfants. Moi c'est Yacine et je suis accompagnée de Esther, Bonheur, Mani et Rita. Bonjour les filles. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'équipe qui nous accompagne ce matin. À présent, commençons avec l'éphéméride du jour. Bienvenue dans la rubrique éphéméride du jour. Le calendrier nous rappelle que nous sommes le mardi 21 juillet 2026, qui est le 202e jour de l'année et la 30e semaine de l'année. Le prénom qui se fête aujourd'hui est Victor. À côté, il y a ceux qui sont nés le 21 juillet et nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Mais il y a ceux qui ont perdu une personne en cette date de 21 juillet et nous vous présentons nos sincères condoléances. À présent, nous allons passer à la rubrique Au cœur de la loi. Bienvenue dans la rubrique Au cœur de la loi. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi Potignon. Connaissez-vous la loi Potignon, fidèles téléspectateurs? Je vous laisse découvrir avec cet élément. Maïbara, oui, je connais. Mais la loi Potignon. Non, la loi Potignon, je connais pas. Oui, je connais très bien la loi Mouébara. C'est une loi qui a pour but de protéger la femme. Maintenant, la loi Potignon. La loi Potignon? Non, ça je ne maîtrise pas. C'est quelle loi ça? Laissez-moi vous dire c'est quoi la loi Potignon. La loi Potignon, une loi essentielle en République du Congo, adoptée le 14 juin 2010, elle vise à protéger les enfants, à garantir leurs droits et à sanctionner les atteintes portées à leur sécurité, à leur dignité et à leur développement. Et pour ce sujet, nous avons reçu Madame Merveille Bongo, juriste et présidente de l'association engagée pour les filles et les femmes du Congo en sigle EFKRC. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Merveille Bongo, dites-nous, pourquoi la loi Potignon sont-elles moins connues et moins appliquées dans l'opinion publique, contrairement à la loi Mouébara qui a davantage marqué les esprits? Merci beaucoup pour ces très belles questions. Merci. Avant d'y répondre, permettez-moi de saluer l'équipe pour cette invitation qui représente pour moi une occasion de plus de sensibiliser sur les questions liées à la protection de l'enfant en République du Congo, mais également sur les législations nationales. Pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a un défaut de vulgarisation. En termes plus faciles, il y a un problème au niveau de la promotion de la loi. Vous voyez par exemple, lorsqu'il y a un nouveau produit sur le marché, qu'est-ce qu'on fait? On communique, on fait la promotion de ce produit pour passer un message au public ou aux consommateurs qu'il y a un nouveau produit, qu'il faut acheter le produit. Mais malheureusement, il y a un problème au niveau de la promotion de cette loi et c'est donc ce qui justifierait le fait qu'elle soit moins connue par rapport à la loi Mouébara. Et permettez-moi aussi de vous dire que même la loi Mouébara, qui semble être connue par le public, est en réalité faussement connue. Pourquoi? En 2025, lors de notre journée de sensibilisation autour des VBG, nous avons interrogé les élèves filles, si elles connaissaient la loi Mouébara. Et la réponse, elle était très surprenante. Elles nous ont dit la loi Mouébara est une association pour les femmes. Donc c'est pour dire que on entend parler, on pense connaître la loi Mouébara, mais en vrai, on ne connaît pas l'objet de la loi Mouébara. Et c'est encore plus pire chez les hommes, parce que les hommes, l'opinion masculine pense que la loi Mouébara est une loi qui vient donner plus de droits
aux hommes, aux femmes plutôt, au détriment des hommes. Donc, pour répondre à la question, ce qu'on doit retenir, c'est juste qu'il y a un défaut de vulgarisation. Donc, c'est pour cela même que nous sommes réunis aujourd'hui pour parler autour de la loi Potignon, pour permettre à ceux qui nous suivent à la maison d'en savoir un peu plus sur la dite loi. Alors, madame, je voudrais vous demander, est-ce que les enfants victimes ont réellement le droit de porter plainte eux-mêmes et quels sont les mécanismes prévus pour protéger leurs paroles? En réponse à cette question, j'apporterai une réponse négative conformément à l'article 20 du CPC-CAF, donc du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière. Malheureusement, un enfant ne peut porter plainte tout seul. Pourquoi? Parce que cette question relève de la capacité. Pour rester en justice, il faut avoir la capacité qu'il faut. Et pour avoir la capacité, il faut être majeur, donc avoir 18 ans. Et conformément à la loi Potignon, un enfant est une personne de sexe féminin ou de sexe masculin âgée de moins de 18 ans. Donc un enfant ne peut malheureusement pas porter plainte, parce que porter plainte signifie saisir la justice. Et un enfant, en raison de sa minorité, ne peut saisir la justice. Concernant les mécanismes prévus par la loi, il est vrai qu'un enfant, en raison de sa minorité, ne peut saisir la justice, mais la loi donne une possibilité pour porter la parole de l'enfant vers les juridictions qu'il faut, en octroyant ce droit-là aux associations, aux parents et même aux procureurs de saisir la justice lorsqu'un enfant est victime d'une violence. Pourquoi? Parce que la loi pénale vise à laisser impunis les infractions commises à l'égard des enfants. Alors, merci pour cette réponse. Pourquoi la parole des enfants victimes est-elle encore souvent remise en doute et quelles conséquences cela peut-il avoir sur leur justice et leur reconstruction? Merci beaucoup. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas que la parole des enfants qui est remise en cause qui est remise en cause. Il y a aussi la parole des adultes qui est très souvent remise en cause. Pourquoi la parole est remise en cause? Parce que la parole ne suffit pas pour inculper une personne. Il y a ce qu'on appelle la nécessité de la preuve matérielle. Oui, un enfant peut dire j'ai été victime, par exemple, d'un viol. Mais qu'est-ce qui prouve que l'enfant a réellement été victime d'un viol? Est-ce que la parole à elle seule suffit pour engager la responsabilité pénale d'un présumé auteur? La réponse est bien évidemment non. Voilà pourquoi la parole, même d'un adulte, est souvent remise en cause pour les questions de nécessité de la preuve matérielle. S'agissant de la parole de l'enfant, un enfant est une personne dont les capacités intellectuelles, affectives et psychologiques sont en construction. Donc, un enfant est facilement manipulable et influençable. Donc, le fait pour l'enfant de dénoncer un acte de violence ne suffit pas pour engager la responsabilité pénale du présumé auteur. Concernant les mécanismes qui sont mis en place, il y a bien sûr les services d'écoute, des centres, les magistrats, par exemple, lorsqu'un enfant, un parent porte la voix d'un enfant devant une juridiction pour dire que mon enfant a subi un tel acte. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute l'enfant. Il y a les mécanismes. L'enfant n'est pas seulement écouté par les professionnels du droit, donc les magistrats ou les juges. Il y a aussi les psychologues, les thérapeutes, pour prendre en considération chaque détail, chaque point mentionné par l'enfant. Merci. Madame Merveille, maintenant dites-nous, qu'est-ce qui explique le fossé entre l'existence des lois de protection de l'enfant et de leur application du terrain? Alors, le plus grand fossé, c'est déjà la saisine de la justice. Un enfant est victime de VBG, mais les parents décident de faire recours, par exemple, de régler le conflit à l'amiable. C'est déjà le plus grand fossé. Parce que c'est vrai que nous avons des législations qui sont là, mais la justice ne peut pas s'auto-saisir. Il faut qu'elle soit saisie. Et pour qu'elle soit saisie, nous sommes en matière pénale, c'est par le biais d'une plainte. Donc, le fait déjà de privilégier les règlements à l'amiable constitue un fossé
qui justifiera le fait on constate qu'il n'y a pas assez d'application de ces législations sur le terrain, parce que la justice n'est pas peut-être, entre guillemets, suffisamment saisie pour légiférer, pour appliquer les législations autour des questions de protection de l'enfant. Donc je vous encourage, si vous avez des amis, il faut en parler, il faut dire à vos amis, si elles sont victimes, de se rapprocher d'un adulte, pas n'importe quel adulte, hein, un parent ou un représentant légal, pour que les deux se présentent devant les juridictions qu'il faut pour saisir la justice. Et cela va permettre à ce que les législations que nous avons en théorie soient appliquées. Parce que s'il n'y a pas de saisie de la justice, on ne peut malheureusement pas appliquer toutes ces théories que nous connaissons. Encore une question, madame. Comment ces lois protègent-elles les enfants contre les abus et les violences? Alors, la loi Protignon, comment cette loi? Nous parlons bien sûr de la loi Protignon. La loi Protignon fait énumération des différentes sanctions et des différentes formes de violence. Donc, tout ce qui est violence physique, morale, psychique, économique, exclusion sociale manifestée à l'égard d'un enfant est bien évidemment condamnable. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, madame. Quelles sont donc les sanctions prévues en cas de non-respect de cette loi? La loi Protignon, pour tout ce qui est sanction, nous renvoie au code pénal, parce que le code pénal, c'est le code qui légifère en matière de répression. Donc, le code pénal prévoit bien évidemment les sanctions par rapport à la nature de l'infraction. Si nous sommes face à une infraction délictuelle, la peine est de 3 ans. Si nous sommes en présence d'une infraction criminelle, la peine est de 5 ans. Maintenant, s'agissant de la répression des sanctions en matière de violences, nous avons également la loi Mouebara qui vient pour donner une réponse pluridisciplinaire aux différentes formes de violence que les filles, donc les enfants, filles et femmes subissent en République du Congo. Donc le juge peut également s'appuyer sur la loi Mouebara pour sanctionner les auteurs de violences. Bonjour madame. Bonjour. J'aimerais savoir quels types de maltraitants sont couverts par cette loi. Alors nous avons plusieurs types de maltraitance, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons les violences physiques, les violences morales, les violences psychiques, les violences économiques, l'exclusion familiale, l'exclusion sociale et bien d'autres. Et en conclusion, madame, selon vous, quelle amélioration pourrait renforcer la protection des enfants au Congo? Il faut saluer l'effort du gouvernement parce que nous sommes en état où nous sommes riches en législation, mais malheureusement, ce n'est pas assez connu. Nous avons énormément de législation. L'État a mis en place des juridictions pour enfants. En tout cas, c'est à féliciter. Maintenant, les améliorations qu'il faut faire, c'est de mettre en place des organes de suivi. Nous avons même un numéro vert qui malheureusement n'est pas fonctionnel. Notre association a été contactée par une jeune femme qui a été victime de violence. La femme nous a saisis. Nous sommes dans la sensibilisation. Nous ne sommes pas dans l'accompagnement parce que nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour accompagner les victimes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons communiqué le numéro vert à la dame parce qu'on s'est dit c'est un numéro vert, c'est le numéro de dénonciation. Donc la dame, après l'appel, sûrement, elle bénéficiera d'un accompagnement. Mais malheureusement, ça fait plus de 6 mois, la dame n'a jamais été rappelée. Ça veut dire qu'il y a une certaine défaillance autour des institutions qui sont mises en place pour protéger les filles, les femmes victimes de VBG. Donc les solutions, ça serait déjà de mettre en place des réelles institutions qui seront dans le suivi et dans l'accompagnement réel et effectif des victimes de violences. Parce que nous avons déjà des juridictions pour enfants qui traitent des questions liées aux enfants. Merci Madame Mervelli. C'était Madame Mervelli Mbongo, juriste et présidente de l'association EFKRC dans la sensibilisation pour les filles et femmes qui était notre invitée dans la rubrique Au cœur de la loi. À présent, nous allons passer à la rubrique Place à l'invité avec Esther.
Bonjour fidèles téléspectateurs, je suis Esther et bienvenue dans la rubrique Parole à l'invité. Notre invitée du jour est Malika, une jeune humoriste, comédienne de 12 ans. Bonjour Malika. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous avons dû savoir que tu as fêté tes 7 ans de carrière. Bien sûr. Dis-nous un peu comment ça s'est passé, quelle était l'émotion que tu as ressentie durant cette cérémonie. En tout cas, ça s'est bien passé. J'ai bien géré l'émotion. Les rires étaient au rendez-vous. J'ai eu l'ambiance que je voulais. Ça s'est super bien passé. Alors, nous sommes heureux de savoir que tout s'est bien passé. Chers téléspectateurs, nous allons vous mettre un petit extrait des 7 ans de carrière de Malika. Bonjour Malika. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien et vous? Pareil. Malika, raconte-nous un peu comment tu as commencé avec ta carrière. En tout cas, ma carrière, elle a commencé d'un spectacle. Du coup, j'étais censée prester. Mais à un moment, j'ai remarqué qu'on annonçait tous les artistes. On ne m'a pas annoncé. Ça m'a un peu vexée. J'étais un peu en colère. Et j'ai fait signe au présentateur, tu vas plus m'annoncer, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Finalement, il est allé sur scène, il m'a annoncé et j'ai commencé avec mon sketch sur mes parents. Bonjour Malika. Bonjour. Nous aimerions savoir, alors quel artiste t'a réellement inspiré à devenir humoriste? Je suis beaucoup Louis de Funès. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Mais hormis ça, je regarde beaucoup des artistes congolais comme Juste Parfait, Welfare Kaya, Sem l'Honorable, Suma Dogère et bien d'autres. Est-ce qu'à l'école, on te prend au sérieux vu que tu es humoriste? Bien sûr. Le respect ou le fait de prendre au sérieux quelqu'un émane du charisme qu'il dégage, de l'aura qu'il dégage. C'est par rapport aux actions qu'on fait, savoir placer les temps, avoir un temps pour tout faire, un temps pour rire, un temps pour être sérieux. C'est ce qui fera en sorte qu'on nous prenne au sérieux et qu'on nous respecte. Malika, dis-nous un peu, es-tu souvent stressée avant tes spectacles? Oui, bien sûr. Le stress, c'est le père de la réussite. Hein. Oui, je me rappelle lors de mon premier spectacle, quand j'avais 4 ans. En tout cas, moi, quand je suis montée sur scène, j'ai pris le micro. J'étais pas stressée, pas du tout. Ok. Pas du tout. Quand j'ai pris le micro, j'étais pas stressée. Mais dès que j'ai commencé à parler bas, j'entendais une grenouille parler dans mon cœur. Libère-moi, 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 libère-moi. Dès que j'ai commencé à parler, elle s'est calmée. Nasui. À la fin de ma prestation, j'ai couru vers mon père. Papa, il y a une grenouille qui parlait dans mon cœur. Il a rigolé. Malika, va dire ça à ta mère, hein? C'est elle qui est docteur.
Moi, je suis foreur. Je ne fore pas les cœurs. Alors, dis-nous Malika, comment arrives-tu à gérer école, voyage et spectacle? Et gérer école, voyage et spectacle, surtout quand j'ai des voyages pendant la période scolaire. Du coup, là, il faut savoir gérer la vie professionnelle et l'école, la vie normale. Du coup, les parents écrivent des lettres à l'école pour signifier que pour telle et telle période, je ne serai pas disponible. Et ça fait en sorte qu'à mon retour, j'ai le droit au cours de rattrapage pour me rappeler de ce que j'ai manqué. Malika, aujourd'hui humoriste. Comptes-tu en faire ta carrière ou as-tu d'autres rêves pour le futur? J'ai d'autres rêves, mais je vais garder ma carrière d'humoriste parce que je pense que ça me va bien. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai des rêves. Je me vois bien en tant que puéricultrice, sage-femme ou gynécologue obstétricienne. D'accord, merci. Merci à notre invitée du jour, Malika, et bonne chance pour ta continuation dans ta carrière d'humoriste. Merci. Nous passons à la rubrique Citoyens de demain.